voix du livre en haut de la pile. Bienvenue dans En haut de la pile, la dernière rubrique du podcast de Livre Hebdo, Les Voix du livre. Je suis entourée de 3 journalistes de Livre Hebdo, Léon Catan, Charles Knapek et Jacques Brunstein. Bonjour à tous les 3. Bonjour. 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 Et d'une invitée spéciale, Marie-Madeleine Rigopoulos. Bonjour. Bonjour Lorraine. Merci d'être avec nous. Le milieu littéraire te connaît bien, grande lectrice qui sait interroger les écrivains et écrivaines comme personne, en festival ou ailleurs. Tu es chroniqueuse pour Le Nouvel Économiste et tu réalises un podcast hebdomadaire qui s'appelle Conversation littéraire. Marie-Madeleine, en première partie de cet épisode, on a parlé de prescription littéraire. J'avais envie de te demander pour commencer, toi, qu'est-ce que tu penses de la prescription littéraire par les journalistes aujourd'hui ? Est-ce que tu penses que les médias ont encore de l'impact ? Alors je vais le dire avec un petit pincement au cœur, parce qu'évidemment ça me fait pas du bien de le dire, mais j'ai l'impression que quand même un peu moins qu'avant. En revanche, j'ai le sentiment que les festivals sont de plus en plus prescripteurs, c'est-à-dire que le contact humain, les événements autour du livre, les lectures, les débats, les rencontres génèrent une forme d'engouement de plus en plus fort. Et j'ai le sentiment que le festival est en train un peu de prendre le pas sur la prescription journalistique. Jacques ? Moi, mon impression, c'est que c'est pas que les journalistes soient oubliés, mais c'est que dans un monde de plus en plus horizontal, les festivals, les influenceurs, les libraires, les journalistes, on est tous finalement des influenceurs du livre. Il n'y a plus un magistère des journalistes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'ils continuent à faire le travail et qu'ils essayent de le faire bien. Oui, je suis assez d'accord. Le rôle est partagé et c'est devenu plus kaléidoscopique, la prescription. On n'a plus la statue du commandeur, du grand journaliste, même s'il y en a et qu'ils ont des très belles plumes. Alors ici, à Livre Hebdo, on estime qu'on n'est jamais assez nombreux pour prescrire des livres et ouvrir le champ des découvertes. On va donc entendre vos coups de cœur et décryptages. Marie-Madeleine, à toi l'honneur. Tu nous parles d'un office littéraire qui a eu lieu quelques siècles avant Jésus-Christ. Oh bah oui, une fois n'est pas coutume, et puis surtout pour montrer à quel point la littérature peut être atemporelle, et qui plus est cette littérature. J'ai nommé Homère, le plus grand écrivain du monde, de l'histoire. Je suis grecque, je vais pas me priver. Homère, l'Iliade, une nouvelle traduction par Emmanuel Lascaux aux éditions POL, une traduction absolument magnifique. Pourquoi magnifique ? On l'avait déjà vu avec Emmanuel Lascaux en 2021, il avait traduit l'Odyssée. D'ailleurs, il a fait les choses à l'envers, il s'en est pris d'abord à l'Odyssée avant de passer à l'Iliade, parce que l'Odyssée est quand même un petit peu plus facile, je mets d'énormes guillemets évidemment, mais comparé à l'Iliade qui est plus ardue, qui est plus longue aussi, je pense qu'il avait un petit peu peur de s'y attaquer. Il avait tort parce que le résultat est exceptionnel, c'est une très très belle traduction, mais surtout la particularité de la traduction d'Emmanuel Lascaux, c'est qu'elle est d'une modernité extraordinaire. Il est allé chercher ce phrasé, cette scansion, qui en fait revient d'une certaine manière à l'original, dans le sens où au départ l'Iliade c'est un chant, c'est parler, c'est chanter. C'est un texte qui était fait pour être raconté aux gens au coin du feu et partagé. Et il a retrouvé cette musicalité, il a retrouvé cette modernité dans le langage. Il prend des libertés d'ailleurs avec des onomatopées, avec un peu d'argot, très contemporain. Et l'autre particularité d'Emmanuel Lascaux, c'est qu'il est musicien en plus d'être helléniste. Et ça c'est très très important parce que justement il a ce sens de la scansion et de la rythmique. D'ailleurs il fait des lectures en langue originale, c'est-à-dire en grec ancien, qui sont assez épiques. Moi, ce qui me frappe, c'est que Frédéric Boyer, qui dirige les éditions POL, lorsqu'il était aux éditions Bayard, avait retraduit les évangiles avec notamment Emmanuel Carrère. Et je trouve ça formidable, effectivement, cette volonté et ce fil rouge de toujours retraduire les grands textes et de faire que chaque jour, il reste actuel. Actuel, en rappelant que ce sont des textes qui nous concernent. Moi, c'est ça que je trouve extraordinaire. C'est-à-dire que c'est pas une question, c'est pas une niche, en fait. C'est ça que on commence à comprendre, c'est que ça redevient une partie de l'actualité littéraire, comme si ces textes venaient de paraître. Et moi, c'est ça que j'aime. Et c'est aussi une manière intelligente de l'aborder, parce que l'Odyssée et l'Iliade, c'est la base de toutes les dramaturgies du monde, même de la soap opéra. Vous regardez la soap opéra, c'est les Atrides. C'est tout le monde couche avec tout le monde s'entretue, tout le monde se trahit. C'est la base de la narration contemporaine. L'Iliade de Homère, traduit du grec ancien par Emmanuel Lascaux, ça sort le 3 octobre chez POL. Ça fait
fait 672 pages. Merci Marie-Madeleine. Léon Catan, on fait un bond de quelques siècles en avant avec toi. Qu'est-ce que tu nous apportes ? Oui, alors pour parler de ce livre, j'aimerais bien qu'on remonte un petit peu en avant, bien avant sa conception dans les années 90 aux États-Unis, quand un groupe d'étudiantes prennent d'assaut la scène punk locale. Elles ont des groupes qui s'appellent Bikini Kill, Brat Mobile ou encore Sleater-Kinney. Et on ne voit qu'elles, quand elles décident de commencer à faire des concerts, elles ont des jupes d'écolières, des insultes sexistes qui barrent leur torse. Elles savent à peine faire de la musique, mais par contre elles savent crier et surtout elles crient des choses très intéressantes. En fait, elles lancent ce qu'on appelle le mouvement Riot Girl, un mouvement de contestation par rapport à l'entre-soi masculin des lieux alternatifs. Et du coup, en fait, pour allier le geste à la parole, elles essaient de communiquer par des moyens plus subversifs, on va dire, et donc à travers le zine, ce petit livret fabriqué à la va-vite dans des imprimeries locales. L'idée, c'est vraiment pas de faire un bel objet, mais plutôt de créer un espace d'expérimentation poétique, artistique. Et en fait, c'est ce même élan créatif qu'on va retrouver chez Nelly Slim et Marcia Burnier, qui décident de lancer leur propre zine en 2017. Elles ne veulent pas s'embêter avec des fioritures ou de polir sur les bords ce qu'elles ont à dire. Elles vont vraiment lancer un appel à texte un peu comme ça, qui va du coup donner le zine It's been lovely, but I have to scream now. Donc encore une fois, quelque chose qu'elles font du fin fond de la Creuse avec des ciseaux à bourron en allant squatter les imprimantes des copines. Et en fait, elles lancent du coup un appel à texte et surprise, ça marche hyper bien. Et du coup, elles se retrouvent avec énormément de contributions de femmes et de personnes queer. Ça peut être du slam, des pamphlets politiques, de la prose, enfin bref, plein de choses. Et en fait, elles vont carrément pouvoir pousser l'aventure jusqu'à 16 volumes qui vont circuler un peu sous le manteau à prix libre. Et justement, aux éditions Cambourakis sort ce mois-ci une sorte de synthèse de tout le zine en fait, avec une quinzaine de textes à peu près. On va retrouver des textes anonymes, mais aussi des figures un petit peu plus connues des milieux alternatifs comme Daria Marx, qui est une militante anti-grossophobie. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est de voir aussi l'évolution à travers ces textes, donc de 2017 à 2020, où entre-temps il y a MeToo qui se produit. Isabelle Cambourakis, par exemple, m'avait expliqué qu'en 2017, elle recevait très peu de textes. Elle pense que c'est parce que c'était une génération de femmes qui osaient pas forcément prendre la plume, ou en tout cas de manière un peu périphérique, justement dans des zines ou sur Internet. Et là, du coup, voilà, il y a vraiment quelque chose qui change et le zine cristallise très bien tout ça. Et je trouve que justement, avoir ce testament de cette époque, ça fait qu'on espère que les femmes et les personnes queer vont prendre de plus en plus de place dans l'édition conventionnelle, mais aussi que ces lieux d'expression subversifs et inclusifs vont continuer de fleurir. On a un peu de chemin encore avant que tout le monde puisse prendre la parole. Marie-Madeleine, une réaction ? Moi, ce que je voudrais juste dire, c'est quand même très réjouissant de voir que il y a des initiatives collectives qui se font autour de l'édition et du livre. Et je trouve que ça démontre que il faudrait peut-être pas trop vite pleurer sur la mort de l'édition et de la littérature, parce que quand on entend ce genre d'aventure, on se dit que c'est pas demain la veille. Donc ça s'appelle It's been lovely, but I have to scream now. C'est postfacé par Camille Cornu et coordonné par Marcia Burnier et Nelly Slim. Ça sort le 2 octobre chez Cambourakis. Merci Léon. Charles, on a un peu traversé le temps et toi, tu nous parles du futur. Oui, Lorraine, alors je parle du futur, mais finalement, je vais en profiter pour rebondir sur ce que disait Marie-Madeleine à propos de l'Iliade. L'Iliade, on dit souvent que c'est le premier texte d'imaginaire. Moi, je vais vous parler d'un roman de Michel Nieva, un auteur argentin, qui est publié dans une nouvelle collection qui s'appelle Chimère aux éditions Christian Bourgois, qui s'appelle L'Enfance du monde, qui a cette particularité d'être un diptyque, c'est-à-dire qu'il y a un roman et ensuite une partie essai, qui s'appelle La science-fiction capitaliste. Ces deux textes sont vraiment en regard l'un l'autre. On a d'un côté une histoire complètement folle, en fait, qui se déroule dans un futur proche, qui est marqué par le réchauffement climatique et qui met en scène, en fait, un moustique géant qui va à l'école avec des humains et qui est victime de harcèlement parce qu'il est différent. Et on lui fait payer sa différence. Alors évidemment, on va comprendre en arrière-plan, ce moustique, c'est un précurseur, c'est un mutant. C'est le premier d'une race de mutants qui est en train de transformer le visage de la population terrestre. Et à un moment, il va se rebiffer, c'est-à-dire il va dire, bah non mais attendez, moi je suis un moustique géant, j'ai ma petite trompette, là je vais te piquer et puis tu vas voir ce que tu vas voir. Donc c'est un peu ce qui se passe au départ. Et puis ce moustique se lance dans une espèce de vendetta contre les humains et se met à massacrer tout ce qui est humain sur son passage. Et en fait, et c'est là que c'est intéressant parce qu'en fait,
c'est pas vraiment une explication de texte, mais quand il fait son essai qui s'appelle La science-fiction capitaliste, Michel Nieva, donc, qui montre qu'il n'est pas seulement un excellent romancier, mais aussi un très fin connaisseur de la science-fiction et des cultures de l'imaginaire, montre à quel point finalement le capitalisme est tellement pétri des imaginaires de la science-fiction qu'il est prêt déjà aujourd'hui. Et c'est là que c'est rigolo parce que du coup, Elon Musk et Jeff Bezos et consorts en prennent pour leur grade. Les capitalistes d'aujourd'hui, même si l'environnement n'est pas encore ravagé, en tout cas autant que dans le roman, finalement, pour eux, c'est pas un souci. C'est-à-dire qu'on pourra toujours exploiter, on pourra toujours trouver des manières de faire de l'argent, même dans un environnement totalement dégradé. Voilà. Et on se rend compte que l'imaginaire, c'est pas que des histoires pour se divertir. Finalement, il y a tout un fond de réflexion, de prospection, essayer de comprendre le monde dans lequel on est, le monde vers lequel on va. Donc, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce texte de Michel Nieva chez Christian Bourgois. Marie-Madeleine, c'est plus que ça, je dirais. C'est éminemment politique. C'est les premiers lanceurs d'alerte, d'une certaine façon. C'est les auteurs de science-fiction. Pour peu que le livre soit de qualité. Mais en tout cas, je pense vraiment que la fiction est éminemment politique et philosophique. L'enfance du monde, suivi de la science-fiction capitaliste. Michel Nieva, c'est traduit de l'espagnol, donc espagnol argentin, par Sébastien Rutès. Et ça apparaît chez Christian Bourgois le 3 octobre. À mon tour, je vous parle d'une collection de livres que j'ai trouvé éblouissant pour les tout petits, portés par le romancier lauréat du prix Goncourt Alexis Génie chez Paulsen, sur le thème de l'aventure. Ça s'appelle Celle et celui qui. À chaque fois, c'est le portrait d'un aventurier ou d'une aventurière, souvent oublié de l'histoire, et qui porte des valeurs qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les récits d'explorateurs. C'est en cela que je trouve cette collection très moderne. Celle qui savait se débrouiller toute seule, c'est le portrait de Ada Blackjack, originaire d'Alaska, partie à 23 ans pour s'engager dans une expédition sur une île arctique, entourée d'hommes évidemment très méprisants à son égard. Elle a été la seule survivante de cette expédition. Le deuxième livre s'appelle Celui qui voulait tout faire très très bien, illustré par Zafuko Yamamoto, et c'est l'histoire de Fridtjof Nansen, un explorateur polaire du 19e siècle, qui a la particularité d'avoir cherché toute sa jeunesse à faire mieux, de mieux en mieux, plus loin, plus haut, plus fort, jusqu'à finalement abandonner les explorations et découvrir un moteur, un but inattendu qui l'a amené à sauver des milliers de vies par la création d'un passeport pour les réfugiés. Je vous raconte pas par quel détour, c'est tout le sel de l'histoire. Ce que je vous raconte là, en tout cas, c'est vraiment la vision d'Alexis Génie qui raconte ses histoires toujours de l'intérieur. C'est très inhabituel. En fait, Alexis Génie déteste voyager. Il m'a expliqué qu'il avait horreur des avions, des transports, des déplacements, mais il a une passion pour l'ailleurs qu'il découvre dans les livres, au point de réussir à faire croire qu'il y a été. Sa façon de raconter les histoires est donc 100% écolo, et il assume le récit d'un héroïsme qui n'est pas celui des gros bras, mais celui du doute, du tâtonnement. Les illustrations sont magnifiques, les textes sont très émouvants et drôles. Moi, je parie sur une inversion des rôles en famille. Ce sont les adultes qui supplieront les enfants. Encore une histoire, s'il te plaît, la dernière. Celle qui savait se débrouiller toute seule et celui qui voulait tout faire très très bien. C'est donc le début d'une aventure d'Alexis Génie chez Paulsen, le 17 octobre. Sur ce, je vous souhaite de beaux voyages imaginaires à travers les livres et on se retrouve en novembre pour un prochain épisode. À bientôt. À bientôt. C'était Les Voix du Livre, le podcast mensuel de Livre Hebdo présenté par Lorraine Malka. À la musique, Ferdinand Bayard. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Les Voix du Livre et envoyez-nous des tas de cœurs et d'étoiles. À bientôt.